Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des tocs de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils? Ont-ils la création facile? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux? Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Chevrier. Je fais rien d'extraordinaire de plus que de cuisiner. Je cuisine avec soin, ce qui devrait être le cas de tous les cuisiniers. Pourquoi Thomas? Parce que plusieurs années après, je me souviens encore de mon premier repas dans son restaurant L'Orion Bar, et que sa cuisine parle à mon ventre et à ma tête. Thomas, je le connais bien car pendant 9 mois, j'ai passé tous les mercredis matins dans son restaurant pour apprendre la cuisine, et qu'après ça, je l'admire encore. Avec Thomas, nous avons parlé de pédagogie, de pâte au potiron, d'astuces anti-gaspillage et de cantinomie. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Julie. Si je te dis que je me souviens encore de ce que j'ai mangé la première fois que je suis venue à l'Orion, ça te fait quoi? Ah, c'est fort. Moi, je m'en souviens pas, je t'avoue. Mais ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc, tu as commencé ta vie professionnelle en tant que régisseur de cinéma, avant de faire un virage à 180 et de t'engager dans la cuisine. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, ça a été que, en fait, dans ma carrière professionnelle, dans le cadre du cinéma, j'avais l'impression d'être dans un cul-de-sac, de pas m'épanouir comme j'avais envie, même si le travail était intéressant. Et j'ai réfléchi à ce qui pouvait m'épanouir sur du long terme. Et voilà, en tant qu'intermittent, on a beaucoup de temps, et donc je passais énormément de temps à cuisiner chez moi, de manière amateur, à recevoir des amis, à cuisiner, faire les courses. Voilà, ça me plaisait énormément. Et puis voilà, j'ai décidé de changer de métier, j'ai réfléchi, j'ai fait un bilan de compétences qui fait très clairement apparaître que l'autre passion que j'avais dans la vie, en dehors du cinéma, c'était la cuisine. Donc j'ai été voir plein de chefs différents pour leur poser des questions, voir si ça pouvait me convenir. Et j'ai fait un premier stage chez Apicius. Ils m'ont accueilli dans leur cuisine. Et après, j'ai fait aussi un autre stage là, dans le cadre de la NPE, au Six New York, qui était le restaurant d'un second d'Apicius. Et voilà, et je me suis aperçu que ça me plaisait vraiment, vraiment bien. Et donc j'ai décidé de passer mon CAP dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Voilà, en 4 mois et demi, j'ai fait ça à Ferrandi et je me suis éclaté, quoi. Et pourquoi t'as préféré faire une formation et pas plutôt continuer à apprendre dans les cuisines sur le tas? J'ai cette tournure d'esprit d'aimer avoir les bases techniques et de les apprendre de manière scolaire, voilà, qui me permet après de m'épanouir et d'avoir des bases solides sur lesquelles je puisse m'appuyer, quoi. C'était vraiment ça mon désir, c'était de connaître le travail de manière la plus classique et la plus scolaire possible. À Ferrandi, on a vraiment vu toutes les recettes du CAP, on a eu le temps de les approfondir et voilà, de voir un petit peu, même si ça, en 4 mois et demi, ça reste forcément, on n'est pas encore un artisan, c'est-à-dire on n'est pas capable de reproduire de manière, mais on a les bases et on comprend le mécanisme, etc. C'est après, par la suite, quand je suis devenu commis cuisine, que là j'ai vraiment appris à répéter les gestes pour pouvoir s'améliorer techniquement, et voilà. Et cet apprentissage m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, j'aimais bien me voir que ma technique évoluait, voilà, ma technique classique évoluait, et je prenais de l'assurance là-dedans, quoi. Voilà. Quelle place occupait la cuisine quand tu étais petit? Essentiel, c'est-à-dire que ma mère cuisinait très bien, beaucoup. Elle avait un métier, elle travaillait, mais elle prenait beaucoup de temps pour nous cuisiner. Elle cuisinait tout le temps maison, voilà, tout le temps, tout était fait maison. Elle adorait ça, et on parlait beaucoup de la nourriture.
à la maison, et je regardais ma mère sans arrêt. Je lui donnais la main, mais je peux pas dire que je cuisinais avec ma mère, mais je lui donnais la main, j'ai servi la salade, j'ai rangé la vaisselle, etc. Mais je l'ai vu faire beaucoup la cuisine, et je pense que ça a été les premiers cours de cuisine que j'ai eu, c'est ça. C'était de regarder ma mère, pas le faire, regarder. Et j'ai appris énormément comme ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris étudiant, à 20 ans, je me suis fait à manger. Voilà. Alors que j'avais jamais appris. Juste parce que j'avais vu faire et que c'était une évidence que j'allais continuer à bien manger. Enfin, c'était pas possible autrement. Voilà. Et une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que mon père, qui était éditeur, quand il rentrait du travail le soir, il parlait pas de ce qu'il avait fait au travail, très peu. Par contre, il racontait toujours ce qu'il avait mangé à midi. Et ma passion des cantines du midi vient de là. Au midi, j'ai fait la tête de veau, là, à la boulangerie, c'était trop bon. Et moi, il y a certains plats que j'ai goûtés pour la première fois de manière complètement abstraite, juste en écoutant mon père me raconter ce qu'il avait mangé, quoi. Voilà. Et donc ta passion de la cuisine et le fait que t'aies voulu te reconvertir vient sans doute de là aussi. Ah, complètement, oui, il y a une histoire familiale où voilà. Après, il y a des gens qui se trouvent que on parle trop de bouffe dans ma famille, mais voilà, ouais, c'est pour moi c'est normal, c'est ce que j'ai toujours aimé, quoi. Voilà. C'est assez français finalement. Et un autre truc quand j'étais petit, c'est j'ai débarrassé souvent la table. Et on me flattait beaucoup pour ça, on me disait, ouais, Thomas, c'est super, il débarrasse vraiment les tables, c'est bien et tout. Mais en fait, c'était pour un truc complètement égoïste, c'est que je prenais la casserole, et je prenais un morceau de pain pour racler la casserole pour pouvoir manger la sauce, ou la sauce à la salade pour pouvoir manger la sauce à la salade et pas le faire devant les invités, quoi. Voilà. Et de quels souvenirs gardes-tu de tes premières expériences? Beaucoup des odeurs, les odeurs, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu en cuisine. Les odeurs de cuisson, mais aussi les odeurs quand on ouvre un frigo, quand il y a des oignons qui ont été découpés, ça c'est des trucs moi je trouve magiques, quoi. Ça rend vraiment très très bon. Et puis la vue aussi, voir s'activer pour la première fois vraiment des professionnels là, avec leur rapidité, dextérité, leur énergie, parce que c'est vraiment énergique dans les cuisines étoilées. Et ça m'a fasciné, quoi. Je me suis dit ouais, ils sont les gars, ça bosse, quoi, ça bosse. Et puis voir la première fois que je voyais c'était les cuisiniers qui nettoyaient eux-mêmes leur cuisine, quoi, et qui grimpaient en haut de leur cuisine pour aller frotter du sol au plafond, quoi, parce que c'est vraiment ça, quoi. Et après une grosse journée de travail, parce que généralement ils commencent tôt et finissent tard, quoi. Mais ça m'a plu, quoi. Voilà. Quel chef admirais-tu à tes débuts? Alors, à mes débuts, alors même si j'avais pas mangé, j'aimais beaucoup, à travers les livres, j'aimais beaucoup Gagnère. Je trouvais que c'était vraiment très, très beau, voilà, ce qu'il faisait. Et après, des chefs un peu plus rock'n'roll, enfin, on va pas dire qu'il est pas rock'n'roll, Gagnère, mais enfin voilà, moins haut niveau. Je me souviens d'un livre qui m'a beaucoup interpellé, qui est je crois qu'il s'appelle Gagnère aussi, mais c'est l'autre. Ah oui, François Gagnère. Ouais. Et où en fait, il prend à chaque fois un produit et il le traite sous plein de formes différentes. Et ça a stimulé mon imagination et mon envie quand on prend un produit, de pouvoir le retourner un peu dans tous les sens pour se l'approprier et puis pour lui donner le maximum d'expressivité dans l'assiette, quoi. Il y avait ça, il y avait aussi j'ai beaucoup d'intérêt pour la cuisine de Ledeuil, de William Ledeuil, Kitchen Gallery. Pareil sur la rencontre de produits entre eux qui amènent une nouveauté dans la cuisine traditionnelle. J'aimais beaucoup aussi le livre de Le Palais Bistrot. Comment il s'appelle? Bodic. Voilà. Et pareil, il a cette envie de décomplexer. Je crois que le livre s'appelle Oser. Et l'idée, c'est de pas avoir peur des produits, quels qu'ils soient, et de faire des rencontres un peu inattendues. Et voilà, il adore mélanger le cru, le cuit, des choses comme ça, qui sont des choses que je trouve très stimulantes en tant que cuisinier, quoi. Voilà. C'est ceux qui me viennent à l'esprit en fait, c'est au moment où j'ai commencé à passer de commis pour la première fois à faire une carte moi-même, où là, je me suis vraiment énormément plongé dans les livres. Et ça m'a vraiment aidé, à stimuler mon imagination et à entretenir le plaisir que j'avais à cuisiner, quoi. Et d'ailleurs, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
C'est une bonne question. Je me sens peut-être pas toujours pas vraiment chef. En fait, je me sens vraiment cuisinier, quoi. Moi, le terme qui me convient, c'est celui-là. Je suis un artisan, je suis un cuisinier. Je dirais que j'ai pris de l'assurance au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, mais j'ai toujours l'impression de progresser, toujours l'impression enfin, j'ai toujours envie, en tout cas, de progresser et que ce que je sors soit toujours plus meilleur en goût. Voilà, moi, c'est là-dessus que je me concentre. C'est le goût. Et j'ai eu une étape intermédiaire. Au début, c'était vraiment quand j'étais au Père Pop, je voulais reproduire ce que j'avais vu dans les cuisines de haut de gamme, mais accessible à tous. Voilà. Et donc je perdais beaucoup de temps sur le visuel et parfois je pense au détriment du goût. Je prenais trop de temps sur la composition de l'assiette. Et voilà. Ensuite, j'ai été chef d'un petit bistrot où j'ai continué à travailler, mais j'avais plus de temps, plus de moyens, et donc j'ai vraiment développé le goût et en même temps je continuais à travailler sur le visuel. Voilà. Et encore plus qu'au Père Pop. Et ça m'a apporté beaucoup d'assurance là pour le coup cette expérience, parce que j'ai eu mes premières critiques culinaires qui sont venues, dont de Morand pour le fooding et François Simon pour le Figaro, avec des critiques qui étaient plutôt élogieuses, et donc ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a donné de l'assurance sur le regard que je pouvais porter sur ma cuisine, en fait, que je trouvais complètement imparfaite, quoi. J'ai donné le meilleur dans ma vie, mais je la trouvais vraiment imparfaite, et d'avoir ce retour-là m'a vraiment fait plaisir. Voilà, après c'est pas une expérience que j'ai eu envie de continuer sur la longueur. J'ai été chef là-bas cuisinier pendant 1 an et demi. Tu veux parler de la bouche? Ouais, de la bouche, ouais. Quand j'ai créé avec mes associés le rayon, j'ai cherché à vraiment faire de la cantine, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un menu qui change tout le temps, où on se lasse pas d'avoir toujours un steak frites, mais on puisse avoir des choses très différentes tous les jours et pas cher. Et voilà, j'ai cherché à avoir le goût maximum dans mon assiette, et en vraiment m'intéressant le minimum au visuel, c'est-à-dire si elle est jolie tant mieux, si elle est pas jolie mon assiette, je m'en fiche tant qu'elle est bonne, voilà. C'est un peu l'Orion, donc t'as ouvert en 2012, oui, c'est un peu finalement l'aboutissement aboutissement, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, c'est la suite logique de ton histoire. C'est un projet qui me tenait à cœur. Voilà, parce que j'aime vraiment le côté bistrot de quartier où il y a une vie de quartier. C'est pour ça que je prends pas de réservation, parce que je veux pas que les gens qui soient pas à côté puissent être privilégiés juste en téléphonant par rapport à ceux qui travaillent à côté ou qui vivent à côté et qui ont compris le côté cantine du lieu. Voilà. Et c'est vrai que je m'épanouis bien, ma cuisine est ouverte sur la salle, et je vois tous les matins des gens qui viennent regarder ce que je fais, discuter, et c'est stimulant, quoi, plutôt que d'être enfermé dans une cuisine et voir personne. Et il y a un côté très agréable à travailler dans cette cuisine. Alors on va passer au questionnaire aller-retour, c'est une interview dans l'interview. Donc ton âge. Alors là, c'est dur, 46. Ton signe astrologique. Bélier. Ton plat signature. Mon plat signature, c'est celui qui change tous les jours. Ton plat préféré. Je dirais une bonne viande rouge avec un gratin d'œuf noir. Le chef que tu admires le plus. Je pense que c'est Alexandre Gauthier. Ton ingrédient préféré. Le citron. Ton ingrédient détesté. Difficile à dire. Ton ustensile fétiche. Celui qui m'amuse le plus, c'est le chinois piston. Ton dernier meilleur repas. Le dernier meilleur repas, peut-être la petite vadrouille. Le resto que tu aurais aimé ouvrir. Le rayon. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait. Je t'aime comme ma mère. Et la pire critique. Il n'y avait pas assez de coquillettes. C'est fini, c'est bon, on peut reprendre un rythme normal. Alors il y a un mot que t'aimes bien, qu'on utilise pour qualifier ta cuisine, c'est cantinomique. Ah oui, j'adore. Est-ce que tu considères que ta cuisine a une identité ? Oui, mais je pense que l'idée de cantinomie, c'est une identité, oui. C'est vouloir faire une cantine qui soit de qualité. Voilà. C'est ça que j'aime dans ce terme-là, c'est que ça sous-tend. Parce que souvent, quand je dis aux gens, c'est de la cantine, ils disent, non, c'est mieux que de la cantine. Je dis, non, c'est le principe d'une cantine, comme elle devrait tout être dans toutes les écoles, dans toutes les administrations, il devrait y avoir ce principe-là. Je fais rien d'extraordinaire de plus que de cuisiner. Je cuisine avec soin, ce qui devrait être le cas de tous les cuisiniers. Voilà.
C'est un défi que tu t'es lancé de cuisiner bon et pas cher. Est-ce que c'est toujours facile à suivre au quotidien? Ah non, c'est pas facile puisque comme je change tout le temps les cours, les produits faut surveiller les cours en permanence et réfléchir en fonction des cours. Sinon ça marche pas. Je peux pas décider de faire un produit si finalement je vois que il a trop augmenté, et voilà. Et puis il y a des produits qui me sont malheureusement interdits, que j'adore parce que ça peut pas rentrer dans l'équilibre. Donc c'est un vrai casse-tête, mais c'est aussi ça fait partie du plaisir. Puis quel que soit le niveau de cuisine où on a toujours ce problème-là. Même si on facture un plat à 50 €, il y a quand même ce problème-là parce que ça va être la masse salariale, ça va être les frais de structure et ça va être et le coût de matière. Moi, j'ai cette grosse difficulté d'avoir un coût de matière très réduit, mais j'ai des faibles, j'ai pas beaucoup de salaire, enfin moins de salaire que par exemple un resto gastro. Donc le principe est différent, mais le problème reste le même. Voilà. Tu m'as déjà dit essayer de transmettre ce que tu aimes aux clients. Est-ce que tu cuisines pour toi ou pour eux? Les deux. Vraiment les deux. C'est-à-dire que je fais ce métier-là parce que ça me nourrit, parce que ça m'épanouit, mais ça m'épanouit parce que je fais plaisir aux gens. Voilà. Et si je le faisais juste pour moi, ça pourrait pas fonctionner. D'avoir des retours des clients positifs, ça fait partie de la gratification. Voilà. Comme un salaire, c'est une gratification, mais on a cette chance-là quand on travaille pour les autres, c'est d'avoir cette gratification quand ça fonctionne. Voilà. Et c'est vrai que c'est stimulant. Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger? Oui. Ouais. Très rarement, mais en même temps j'aime pratiquement tout. C'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre à ta question. Il doit y en avoir, mais là il est pas venu. Mais je cuisine tout parce que j'aime quasiment tout, quoi. Pendant 2 ans, tu n'as quasiment pas augmenté, tes tarifs. T'es resté à 10 € le plat, 15 € la formule complète, quitte à pas t'augmenter toi. C'est rare un cuisinier qui pense d'abord à la bourse de ses clients avant de penser à la sienne. Ouais, mais c'est dans la logique de l'Orion, de ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je veux rester un restaurant populaire, mais en même temps, qu'à manger tous les jours à 15 €, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir des ouvriers, j'ai du mal à avoir des éboueurs, des choses comme ça, que j'aimerais, mais c'est vrai que même 15 €, c'est compliqué pour ces gens-là, de payer ce prix-là. Voilà, donc généralement ils font leur gamelle ou sandwich. Voilà. Il y a une sorte de hiatus, moi je trouve, entre les prix des restaurants et le coût de la vie, enfin et les salaires des gens en fait. Voilà. Et donc moi j'essaie de coller au plus proche pour pouvoir rendre le restaurant accessible au plus grand nombre. Malheureusement, même si je suis pas cher, c'est quand même les gens qui sont assez aisés qui viennent chez nous, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie la cuisine pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a la définition, c'est-à-dire c'est la transformation de produits bruts pour en améliorer le plaisir de dégustation. Par transformation, on entend la découpe, la cuisson, le froid, enfin tout un tas de choses. Et après, il y a la signification un peu plus intellectuelle qui est de répondre à un besoin primal qui est de se faire plaisir par une nécessité vitale. Voilà. C'est-à-dire qu'on associe cette nécessité, l'homme a réussi à magnifier ce besoin primaire de manger en un plaisir qui va au-delà de ça, que de juste se sustenter. C'est-à-dire que manger quelque chose de bon, parfois on n'a pas besoin d'avoir faim. C'est juste parce que ça stimule tellement les papilles, la vue, le nez, que c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de magie dans la cuisine pour moi qui est sur l'inconscient, qui est sur le plaisir physique, mais qui est aussi sur le plaisir complètement cérébral. Ça stimule, ça titille, enfin voilà, il y a quelque chose ça qui me plaît beaucoup. Quel est le plat dont tu es le plus fier? J'aimerais être chaque jour fier de ce que je fais. Et comme je change tout le temps de plat, c'est difficile à dire. Même dans dans tes souvenirs, tu vois, peut-être un plat de la bouche, tu en as déjà parlé. Ouais. Le plat le plus fier, c'est difficile, hein. J'ai des souvenirs comme ça, mais c'est de créer une hiérarchie là-dessus, c'est compliqué, hein.
Moi, je sais que j'aimais beaucoup un plat que j'avais fait à la bouche, mais il y en avait tant d'autres. Mais c'était du cochon, c'était poitrine et travers, pochés, roulés sur eux-mêmes, et après que je faisais snacker pour lui donner un côté croustillant autour, servi avec coin et artichaut et un bon jus de cochon. Et ça, c'était un plat qui m'avait vraiment agréablement surpris moi-même. C'est-à-dire, qu'il y avait plein de saveurs différentes, vraiment chouettes, et puis le petit côté sucré du coin avec ce côté très floral, ça marchait vraiment très bien avec le jus de cochon, quoi. Voilà. Et question vache, quel est le pire plat que tu aies cuisiné? Oh, il y en a un. Il y en a. J'ai un souvenir d'un échec cuisant au Père Pop. J'avais pas le temps. J'avais de l'épaule c'était de l'épaule de veau, je crois. Et je devais faire un sauté et j'avais pas le temps. C'était trop short pour le service du midi. Et donc je me suis dit, j'ai goûté un morceau, il était tendre et je l'ai servi comme ça, sans cuisson, donc ouais, juste avec une coloration. Et bon, et les morceaux, ça ne fonctionnait pas du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. À quel pourcentage estimes-tu que la cuisine compte dans ton restaurant? Il faudra poser la question aux clients, mais par rapport à ce que j'entends, ce que me disent les clients, etc., ils viennent beaucoup pour la bouffe. Après, ils aiment bien ce côté, le cadre, parce que c'est vrai que le lieu est joli. Après, bon, ils sont quand même souvent assez mal assis, les tables sont branlantes, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une bonne partie pour le type de nourriture que je fais qui leur plaît bien, parce que je suis assez généreux sur les quantités, parce que ça change tout le temps, parce que c'est des produits frais, voilà, genre des fermières, le poisson, les petits bateaux, voilà. Ça compte pour une bonne part. Ouais, je pense que ça compte pour une bonne part. Le cadre ici, le service qui est quand même décontracté, je pense que ça leur plaît quand même plutôt pas mal, pas à tous, mais pas mal qui aiment bien ce côté très souriant, très avenant qu'on peut avoir et assez décontracté. On fait pas beaucoup de rondes de jambes. C'est pas trop c'est pas le style de la maison. Non, pas trop. Mais on essaye d'être assez convivial, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine? Est-ce que je m'interdis des choses? Pas grand-chose. Je m'interdis, oui, tout ce qui est produit déjà manufacturé. Voilà, ça c'est parce que je les aime pas. Voilà. Et après sur les associations, tant que ça marche, je m'interdis rien. Voilà, parce que je trouve qu'il y a pas de raison. Enfin, j'essaie de m'interdire d'être laxiste, en tout cas dans la manière de faire les choses. J'essaie de toujours concentrer sur le résultat que je veux donner. Tu disais tout à l'heure que tu aimais pas qu'on t'appelle chef, mais des fois t'es chef quand même, parce que t'as du monde dans ta cuisine et qu'il faut bien les gérer, on va dire. Quel genre de chef es-tu? Ouf, tendu. Stressé souvent. J'essaie d'être le plus avenant possible, mais c'est pas toujours possible. Ouais. J'essaie en tout cas de transmettre. J'aime beaucoup transmettre ce que je fais. J'aime beaucoup expliquer. Je le fais beaucoup aussi avec les clients. Quand ils me demandent, je suis pas avare de conseils sur la manière dont j'ai fait les choses. Ça, j'aime vraiment transmettre ça. Mais dès que la pression monte, je suis pas quelqu'un qui gère très bien la pression. Donc je suis quelqu'un d'assez fébrile une fois que je sens que je suis à la bourre. Ou que quelque chose fonctionne pas comme j'ai envie. Bon, moi je vais te donner mon point de vue extérieur, parce que je l'ai connu en passant un peu de temps dans ta cuisine. Je dirais que t'es un chef pédagogue, très pédagogue. C'est gentil. Et très organisé. Oui, c'est organisé, ouais. C'est clair. C'est un peu obligé, ouais. C'est un peu obligé. Oui, en parlant d'organisation, enfin, c'est vrai que ça m'a toujours impressionné la façon dont t'es toujours en action. Dès qu'il y a 10 secondes de trou, tu fais quelque chose, tu les laisses pas filer. Est-ce que ça fait partie de ton modèle économique? Complètement, oui, bien sûr. C'est d'être tout le temps à optimiser le temps pour pouvoir faire d'autres choses et améliorer le résultat de l'établissement. Voilà. D'autant plus maintenant que je fais la gestion, j'ai encore moins de temps à perdre, parce que dès que je peux me libérer, sortir de ma cuisine, mais il faut que ça soit comme j'ai envie, c'est-à-dire que ça soit bon, mais dès que je peux m'échapper, je reviens à mon bureau pour pouvoir améliorer la gestion du restaurant et pour qu'économiquement ça soit mieux, quoi.
Et donc, pour revenir sur ton côté aussi très pédagogue, t'as développé cette partie-là, toi, est-ce que c'est au contact avec les autres chefs qui t'ont formé ou c'est inné, on va dire? Pas trop les chefs. Non, je sais pas. Après, c'est peut-être j'ai eu un chef, mais qui était pas en cuisine, qui était dans mon ancien métier, qui m'a beaucoup apporté. J'étais encore plus nerveux que je suis maintenant, j'étais plus jeune et lui était quelqu'un de très serein et très calme, etc. Et il m'a appris beaucoup de choses sur mon ancien métier et il était très pédagogue. Donc peut-être que lui m'a amené une certaine partie, mais après c'est vrai que j'adore parler de la bouffe, j'adore échanger, donc j'adore expliquer comment j'ai fait, etc. Et puis en discuter parce que parfois même un amateur peut me donner une bonne idée, quoi. Ça arrive. Et c'est en discutant. Et donc c'est ce que tu appelles la pédagogie, mais pour moi c'est simplement parler de ma passion. Et un autre cheval de bataille qui guide ton travail au quotidien, c'est l'anti-gaspillage. Oui. Pareil, tu jettes rien, les croissants du matin, tu vas les réutiliser pour faire du pudding, des talons de jambon pour faire de la soupe. J'ai plein d'exemples comme ça. Est-ce que ça t'amuse? C'est un devoir, encore une fois, une logique économique et écologique? C'est les trois à la fois. Et évidemment, ça m'amuse énormément parce que moi je trouve que les contraintes en cuisine souvent sont stimulantes. C'est comme ça souvent qu'on sort les plats les plus originaux. Voilà. C'est à cause de la contrainte parce que ça nous force à nous sortir des bases que l'on puisse avoir. Après, c'est une contrainte économique évidemment, surtout quand on a des ratios aussi faibles que les nôtres. C'est un devoir parce qu'on est dans une société de consommation qui ne me satisfait pas complètement, donc voilà, qui à long terme on se tire un peu de balle dans le pied. Donc si à notre petit niveau on peut apporter, contribuer à améliorer les choses, faisons-le, quoi. Tout à l'heure tu parlais de critiques gastronomiques qui étaient venus juger ton restaurant. Est-ce qu'il y a des guides justement ou des critiques que tu crains? Pas de critiques que je crains, non. Non, parce que je suis droit dans mes bottes, c'est-à-dire je sais pourquoi je le fais, etc. Je peux pas convenir à tout le monde, donc y a pas de souci. J'ai jamais eu pour l'instant de mauvaises critiques. Il y a sans doute des gens qui sont venus et qui ont pas aimé, qui ont pas critiqué. Ça j'en sais rien. Ça me dérange pas. Après il y a des critiques qui m'intéressent plus que d'autres, quoi. Voilà. Parce que elles touchent plus les gens que j'ai envie de toucher. C'est-à-dire que effectivement quand le fooding fait une chronique, je suis content. Quand Télérama fait une critique, et en plus très positive, ça me convient complètement parce que c'est une cible. Quand c'est le Figaro, ça va avoir zéro impact parce que la plupart des lecteurs du Figaro viendront pas à Belleville. Voilà. Et est-ce que tu crois au prix, au classement? Avec quel regard les abordes-tu? Oui, non, ça m'intéresse pas. Les prix, surtout les classements en fait. Après, tout d'un coup, un prix c'est chouette. Un prix c'est chouette parce que ça booste quelqu'un à l'ouverture s'il le mérite, etc. Je trouve ça assez bien. Les classements, non, c'est tellement abstrait. Enfin bon, voilà, après, pour défendre ce qu'on aime, oui, mais le hiérarchiser, j'en vois pas beaucoup l'intérêt, quoi. Voilà. L'interview touche à sa fin et on a faim. Donc, je voulais te demander une petite recette que tu fais à la maison pour ton fils, ta femme ou pas. Ouais, tout à fait. Alors après, ce que je cuisine à la maison, souvent, je le cuisine aussi à l'Orient. Là, le dernier truc que je fais, parce qu'on est en pleine saison, etc., et que j'aime beaucoup, c'est je fais une soupe de courge, un petit marron, citrouille, peu importe ce qu'on a. Et je m'en sers comme sauce pour faire des pâtes. Voilà. Pas mal. Et c'est super. C'est vraiment super. Et après, on peut rajouter ce qu'on veut, des pickles, du parmesan, des herbes ou un petit pistou d'herbe dessus. Ça se marie très très bien avec tout ça. On peut même imaginer avec des petits anchois, voilà, ou du cochon grillé, ça marchera super bien. Enfin, c'est une base un peu neutre, un peu douce, qui est super agréable, un peu qui remplace la sauce tomate, et sur laquelle on peut venir greffer tous les petits restes qu'il y a dans le frigo. Voilà, on a un petit peu de cochon pour sauter, on met par-dessus, ou un petit bout de poisson, du fromage. Voilà, et c'est vraiment faut pas oublier le citron. Et c'est tout simple à faire et c'est vraiment très très bon. Je conseille les linguini avec ça. Une pâte. Et tu fais plutôt une soupe ou une purée?
Plutôt ouais, c'est un peu entre les deux. C'est quelque chose d'assez dense. Faut pas que ce soit trop liquide. Faut que ça nappe la pâte, quoi. Voilà. Merci Thomas Chevrier. Merci beaucoup, Julie Gerbet. Pour goûter ce qu'il met dans sa poêle, direction Belleville, ou plus exactement le 35 rue de l'Orillon à Paris 11e, où se trouve son Orillon Bar. Psst, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais mangé la première fois chez lui. C'était super simple et super bon, du poisson au beurre blanc avec des pommes de terre. Et j'en garde, comme vous l'aurez compris, un grand souvenir. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide